Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. L'événement est organisé par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, soutenu par la région Grand Est, et existe aussi grâce au partenariat de RCF Alsace. Et vous pourrez, pour votre plus grand bonheur, réécouter l'intégralité des échanges de ce soir sur leur site web après l'événement. La coordination de l'événement est assurée par Margot Zing, chargée de programmation des conférences du Jardin des Sciences. Comme à chaque rencontre, nous avons une illustratrice qui est présente pour vous faire un compte-rendu visuel de la soirée que vous pourrez découvrir en fin d'épisode et sur les réseaux du Jardin des Sciences. Et enfin, un grand bravo et un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe d'accueil du planétarium et l'équipe technique qui nous permet de faire ces rencontres dans de très bonnes conditions. Vous pouvez les applaudir. Donc moi je suis Eléa Eberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante et c'est moi qui ai l'immense honneur et la grande responsabilité d'animer ces échanges ce soir. C'est malheureusement la dernière rencontre de l'année universitaire ce soir le 15 mai 2025, mais ce n'est pas la dernière rencontre de l'année calendaire puisqu'en octobre ça redémarre avec un nouveau cycle d'intervention que vous pourrez découvrir dans le programme du Jardin des Sciences. Ce soir, nous abordons pour cette dernière édition de l'année universitaire un sujet que tout le monde connaît, de près ou de loin, c'est-à-dire le cancer. Mais est-ce qu'on connaît ce sujet réellement dans ses détails ? Est-ce qu'on comprend réellement comment ça marche ? Aujourd'hui, on a 3 personnes pour vous parler de la compréhension qu'on a des mécanismes du cancer. Donc, à ma gauche, à votre droite, nous avons Guillaume Chaubet, qui est chercheur au CNRS, Jackie Goetz, directeur de recherche à l'INSERM, et Pascal Didier, qui est directeur du laboratoire du LBP de l'Université de Strasbourg, qui est enseignant-chercheur. Alors, pour commencer cette rencontre, est-ce que vous pourriez chacun juste vous présenter et parler un peu plus de où vous travaillez, dans quel contexte, avant de rentrer dans le vif du sujet ? Très bien, bonsoir tout le monde. Ça fonctionne, tout le monde m'entend ? Ouais, parfait. Vous répondez aux questions, c'est bien, il y en aura d'autres. Donc moi je suis Guillaume Chaubet, comme l'a dit Eléa. Je suis chimiste de formation et je co-dirige une équipe à la faculté de pharmacie de Strasbourg, à Illkirch. Une équipe qui travaille à la résolution de problématiques biologiques avec les outils de la chimie. Et on fait essentiellement ce qu'on appelle les thérapies ciblées contre le cancer. On essaye de trouver de nouvelles thérapies que les patients peuvent mieux tolérer contre le cancer. Merci Guillaume. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Donc pour ma part, je m'appelle Jackie Goetz, je suis biologiste cellulaire de formation, avec un très grand intérêt pour effectivement ce mécanisme dont on va parler ce soir, qui est la progression du cancer, avec un intérêt tout particulier pour ce qui nous concerne et l'équipe que j'anime au sein du CRBS à Strasbourg. Donc c'est un tout nouvel institut de recherche proche du NHC, où on s'intéresse plus particulièrement à une étape finale du cancer, qui est malheureusement celle qui est responsable de la plupart des décès, qui est la formation des métastases, des foyers secondaires. Et voilà, et c'est ce dont on vous parlera entre autres aujourd'hui. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Pascal Didier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et je suis physicien de formation. Et ça fait 1 an et demi que je dirige le laboratoire de bioimagerie et pathologie. Et donc nous, notre spécialité, c'est de développer des molécules fluorescentes qu'on utilise ensuite pour faire de l'imagerie et on s'intéresse à certains types de cancers. Et on en rediscutera au cours de la soirée. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'aucun de nos intervenants ce soir n'est médecin. D'accord ? Pas du tout. Ce sont tous des chercheurs dans des disciplines très différentes. Et l'objectif de ce soir, ça va être de vous faire comprendre quels sont les mécanismes justement du cancer et comment est-ce que ces disciplines, la chimie, la physique ou la biologie, peuvent nous aider à comprendre le cancer pour mieux le combattre dans le futur. Voilà. Donc, à la fin de cette conférence, vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Donc, gardez-les jusqu'à la fin, patiemment. Moi, je vais leur poser des questions au préalable, mais gardez toutes les questions que vous aurez pour la fin. On aura une session de questions tous ensemble. Voilà. Alors, première question, pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pourriez justement nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement le cancer ? De quoi on parle quand on parle de cancer ?
Et du coup, je vais répondre à cette question avec une autre question qui est, selon vous, qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez une image en ce moment. Qu'est-ce que c'est selon vous? Des os, ouais. Alors c'est une partie, ce sont des os, mais pas tout à fait. Disons que c'était des os. Et maintenant, ce sont des... pas tout à fait des sculptures, mais c'est quand même du caillou maintenant. Ah, exactement, là, ce sont des fossiles. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est la première trace de cancer dans l'histoire du monde, parce qu'en fait, c'est un os fossile, si vous pouvez changer la slide. Ça vient du péroné d'un dinosaure qui a vécu à 77 millions d'années. Et le cancer a fossilisé. Et donc ce que vous voyez, la région jaune, là, qui est une image de synthèse, c'est la partie de la tumeur, en fait. Et c'est donc le premier cancer de l'histoire du monde, documenté. Voilà. Pour l'homme, on a 1,7 million d'années, à peu près. Pareil, c'est un cancer des os, un ostéosarcome, sur un métatarse. Et tout ça pour dire que le cancer, c'est consubstantiel du monde animal, du règne animal. Et ça existe virtuellement chez tous les animaux. A priori, personne n'est protégé. Il y a des petites particularités. Normalement, le cancer, l'incidence varie en fonction de l'âge et du nombre de cellules au sein d'un organisme. Mais ça, c'est valable pour une espèce donnée. Ça ne tient pas interespèce. C'est-à-dire que l'incidence du cancer, par exemple, chez l'homme, est beaucoup plus élevée que chez la baleine. Alors que la baleine est beaucoup, beaucoup plus grande que l'homme. Donc ça, c'est un paradoxe. À l'inverse, chez la souris, on a à peu près 1000 fois plus de cellules qu'une souris. On vit 30 fois plus longtemps qu'une souris. Mais l'incidence du cancer chez la souris, c'est à peu près 50%. Et chez nous, c'est à peu près 20%. Donc ça, c'est un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Peto. C'est le nom du scientifique qui a mis ça en lumière. Et c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Le cancer, parfois, est un peu bizarre. Et donc, cancer chez tous les animaux et dans possiblement tous les tissus. Donc, nous, chez l'homme, il y a plus de 100 cancers qui peuvent être documentés, que ce soit, souvent on parle de tumeurs solides qui vont affecter des organes, et des fois on parle aussi de cancers liquides qui vont être des cancers des composants du sang, des composants de la lymphe. Donc, vous avez certainement entendu parler de leucémie, de myélome, tout ça, voilà, les lymphomes, tout ça, ce sont les cancers liquides. Donc plus de 100 types de cancers différents. Et puis une complexité aussi qui est qu'à cancer donné, il y a différents sous-types. On ne va pas dire qu'il y a un cancer du sein. Vous allez avoir des cancers du sein HER2 positif, cancer triple négatif. Vous avez comme ça des sous-types, ce qui fait que le cancer, c'est quand même si c'est regroupé sous un même mot, ça recouvre quand même un ensemble de pathologies, disons, qui ont toutes la même origine, mais qui ne vont pas du tout se traiter de la même façon. Voilà. Ça, c'est un peu les propos préliminaires. Donc, moi, ce que je trouve important dans ces actions de vulgarisation, c'est d'expliquer un peu aux gens ce qui se passe réellement dans nos cellules et d'où vient le cancer et qu'est-ce qui se passe vraiment à l'échelle moléculaire. Donc, ce qui est projeté ici, c'est un petit panorama où vous avez donc un architecte dont l'outil de travail est le crayon. Et l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des plans et il les donne à des ouvriers, à des maîtres d'œuvre, qui vont lire ces plans et qui vont construire ce que l'architecte a pensé. Ils vont construire des maisons. Donc, ici, c'est un parallèle avec ce qui va se passer dans notre corps et dans nos cellules. Donc, selon vous, dans nos cellules, qui est l'architecte? On a un architecte dans chacune de nos cellules. C'est une molécule. C'est l'ADN. Donc l'ADN, c'est l'architecte. L'architecte, donc, lui, va faire un plan. Et l'ADN, c'est quoi le plan qu'il fait? Est-ce que vous savez? On en a parlé. Alors l'ADN est une double hélice, effectivement. Mais l'ADN va être transformé, entre guillemets, il va être transcrit, pour utiliser le terme exact, en quelque chose qui est un peu un plan. On en a beaucoup parlé durant le Covid, les vaccins de la Covid. L'ARN, voilà, exactement. Donc le plan, c'est l'ARN. Et ce plan, qu'est-ce qui permet de construire? La maison, là, dans nos cellules, c'est quoi? Pas tout à fait les organes, ouais, les protéines. Donc ça, c'est le dogme de la biologie moléculaire. C'est un truc hyper fondamental. C'est relativement récent, en fait, cette compréhension, c'est années 50-60, que
L'ADN, avec une ARN polymérase, est transcrit en ARN messager. Et l'ARN messager, donc, c'est celui qui donne la 5G suite au Covid, etc. Donc il fait beaucoup de choses dans vos cellules, mais il fait surtout, c'est le plan pour vos protéines. Et le ribosome, c'est celui qui vient traduire le plan. Ce sont les ouvriers qui vont prendre ce plan et qui vont construire les protéines. Donc les protéines, c'est une classe de biomolécules qui est hyper importante. Dans tout ce que vous faites, il y a des protéines qui sont impliquées. La vision, la respiration, la motion. Les protéines, c'est la classe de biomolécules la plus importante. Et donc, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un couac dans la machine? Donc, si jamais, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une mutation dans votre ADN. Donc, vous êtes allé trop longtemps au soleil, vous avez trop fumé, ou malheureusement, c'est comme ça, c'est génétique, il y a un défaut dans votre ADN, là, qui est représenté par une petite étoile sur le double brin d'ADN. Cette mutation, elle va transformer le message de l'architecte, donc il va faire un mauvais plan, qui va faire un mauvais ARN, un ARN défectueux. Et cet ARN défectueux, il sera quand même traduit en une protéine défectueuse. Et ça, c'est l'origine du cancer. Donc, pour revenir à la comparaison, si vous voulez, avec l'architecte et sa maison, c'est comme si vous aviez effectivement un architecte qui est pas super bon. Ben, il va faire des plans qui sont pas super bons, et les plans vont donner des maisons qui sont pas super bonnes non plus. Donc ça, c'est un gros souci. Alors, heureusement, dans notre corps, on a des garde-fous qui s'assurent que on ne laisse pas cet architecte travailler, ou alors qu'on détruit les plans, ou qu'on détruit les maisons. Mais malheureusement, parfois, ces systèmes-là sont inopérants, ça échappe du coup à la vigilance, et on se retrouve avec des protéines anormales dans notre corps. Et ça, c'est le début d'un cancer. Donc c'est une origine qui est toujours ADN, qui est toujours génétique, et qui se répercute sur des protéines, et qui sont des protéines généralement qui contrôlent la façon dont les cellules vont se multiplier. Et quand ces protéines ne jouent plus leur rôle, vos cellules elles commencent à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée et commencent à former des masses qui s'appellent des tumeurs. Voilà, en quelques mots, si c'est relativement simple, pour poser un peu les bases. Ok, merci. Jackie, est-ce que tu veux compléter du coup? Plus que compléter, je vais donner plutôt la suite de l'histoire. Et je voudrais dire que Guillaume, j'aurais envie qu'il me raconte des histoires le soir. Il fait ça très très bien. Il a une voix particulière. Moi, je vais vous raconter effectivement ce qui se passe après que toutes ces choses-là se soient mises en place et qui vont conduire effectivement à ce que Guillaume a fini par dire, à savoir la mise en place d'une tumeur. Principalement dans le contexte de ce qu'on appelle les tumeurs solides, celles que vous connaissez classiquement, les tumeurs du pancréas, les tumeurs du sein. Donc, ce qu'on appelle des masses solides, elles sont issues de types cellulaires particuliers, souvent qu'on peut appeler un tissu épithélial, par exemple, et qui vont, comme Guillaume le disait très bien, à un moment donné, parce qu'elles ont engagé ce programme perturbé, entrer dans une séquence d'événements qui va les pousser à proliférer de manière beaucoup plus importante qu'elles ont l'habitude de le faire par ailleurs. Mais ce n'est pas l'unique chose qu'elles feront, et vous le voyez un petit peu schématisé à l'écran. Elles vont engager plusieurs programmes qui vont faire en sorte qu'elles vont modifier à la fois leur comportement cellulaire, mais elles vont avoir une action tissulaire qui va leur permettre de, proliférer, c'est-à-dire se diviser beaucoup plus qu'elles ne devraient le faire. En général, la grande majorité des cellules de notre corps humain sont destinées à ne plus proliférer à un certain moment de notre évolution. Le cancer est capable de détourner cet effet et de continuer à proliférer. En plus de ça, elles mettent en action un programme qui va aussi leur permettre de survivre, parce qu'il existe ce qu'on appelle des programmes de mort programmés dans les cellules de notre corps, qui vont être détournés également par les cellules tumorales pour finalement ne pas entrer dans ce phénomène de mort programmée pour disparaître. Elles engageront, et c'est ce que vous voyez un tout petit peu sur certains schémas au centre de cette image-là, engager des programmes d'attraction de composants sains qui vont permettre concrètement à cette masse tumorale de proliférer. Et c'est un point important que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est que malheureusement, un des aspects les plus néfastes de la progression d'un cancer, c'est qu'il a une capacité énorme, assez importante, à détourner des types cellulaires qui n'auront pas été atteints par ces mutations dont Guillaume parlait, mais à contribuer fortement
à l'évolution d'une tumeur. Et par évolution, j'entends angiogénèse. C'est un terme un tout petit peu complexe, mais concrètement, l'angiogénèse, c'est la capacité qu'aura une masse tumorale à attirer des vaisseaux sanguins pour lui apporter l'oxygène dont elle aura besoin, la tumeur, pour évoluer positivement. Elle sera capable d'attirer des vaisseaux lymphatiques qui ont été également mentionnés par Guillaume, qui auront d'autres fonctions, dont la fonction première est de véhiculer les cellules immunitaires qui sont à même de lutter contre certaines infections, mais aussi de lutter contre l'évolution du tumeur. Les tumeurs vont être capables de détourner ça de la même manière. Elles vont être capables d'engager des programmes d'invasion. Donc, c'est concrètement la capacité qu'aura une cellule tumorale à un moment donné à entrer en mouvement, tout simplement. C'est vraiment, elle mettra en jeu ce programme-là pour lui permettre de finalement, tranquillement, envahir le tissu qui l'environne pour atteindre d'autres régions de ce tissu-là et engager ces programmes d'invasion tumorale qui est souvent une des premières marques de l'agressivité d'une tumeur. Je me permets juste une intervention pour ceux qui nous écouteront en différé. Donc à l'écran actuellement, nous avons un schéma de plusieurs cellules agrégées qui forment du coup cette tumeur et qui sont reliées d'un côté au système sanguin. C'est ça, par des vaisseaux. Exactement. En rouge, vous voyez principalement le système sanguin. Le système un peu gris-brun, c'est le système lymphatique. Donc, c'est les deux principaux véhicules de nos fluides corporels, à la fois vasculaires et lymphatiques, pour diverses raisons. Le système sanguin apportera beaucoup d'oxygène, permettra à la tumeur de croître. Le système lymphatique aura d'autres fonctions pour éliminer certains composants, mais aussi permettre l'arrivée de cellules immunitaires sur certains sites. Ce sont deux systèmes qui vont être totalement détournés par les tumeurs et qui, par ailleurs, et c'est ce vers quoi on tendra dans la suite du propos, vont être utilisés par la tumeur pour engager des programmes finaux de dissémination, c'est-à-dire la capacité qu'a une tumeur à finalement envoyer des soldats à distance de cette tumeur primaire, loin du tissu initial dans lequel elle aura proliféré, pour concrètement y établir des foyers secondaires. Et ce sont ces foyers secondaires qu'on appelle les métastases tumorales, qui malheureusement sont les plus dangereuses pour nous parce qu'elles touchent majoritairement des organes vitaux qui nous permettent concrètement de vivre et de survivre. Ok, merci pour l'audio description. Et donc, si on peut passer au message suivant, c'est ce qui représente un tout petit peu la cascade d'événements qui va faire qu'une tumeur primaire a cette capacité finalement à envoyer des messagers, des soldats à distance pour y établir des foyers secondaires. Et en fonction du type de cancer qui touchera la personne en question, les organes vitaux qui seront touchés ne seront pas nécessairement les mêmes. Et c'est, pour utiliser un terme un peu complexe, c'est ce qu'on appelle l'organotropisme. Donc il faut savoir, par exemple, qu'une tumeur du sein, en fonction des programmes qu'elle aura mis en place, mais également des schémas de circulation sanguine et lymphatique, ne touchera qu'une catégorie d'organes vitaux, qui sont principalement le cerveau, le poumon, les os, à l'inverse d'autres types tumoraux qui auront majoritairement des effets de dissémination métastatique affectant d'autres organes. Mais c'est essentiel de pouvoir vraiment comprendre les mécanismes qui sont mis en place par ces tumeurs pour disséminer à distance, y établir ces foyers secondaires, pour vraiment bien être capable de comprendre et d'empêcher finalement l'emballement de la maladie au cours de l'évolution de cette tumeur. Et donc, par ce... Vous m'interrompez, hein, Pascal et Guillaume, s'il le faut. Par ce mécanisme, si on passe à la slide, au schéma suivant, comme je vous le disais, elles vont emprunter, je ne suis pas sûr que c'était la suivante. Confusion, mais c'est pas très grave, je peux utiliser celle-ci. On verra si on revient sur la précédente. Comme je vous le disais, elles utilisent dans ces mécanismes de dissémination, donc vraiment de progression, de colonisation de toute une série d'organes à distance, les fluides corporels. Et l'un des fluides corporels majeurs que j'ai déjà mentionné est la circulation sanguine, qu'elles emprunteront de manière préférentielle pour arriver dans des organes à distance. Donc, ce que vous voyez sur l'image actuelle, ça représente ce qu'on appelle un lit vasculaire. Donc, c'est concrètement une ramification de plusieurs petits vaisseaux sanguins qu'on a schématisés, nous, au laboratoire, pour vraiment bien visualiser les étapes qui sont intéressantes à étudier. Et c'est un lit vasculaire qu'on peut retrouver dans les organes qui, malheureusement, sont ciblés par les tumeurs lorsqu'elles disséminent.
Et ce sont ces lits vasculaires qu'on retrouve notamment dans les organes hautement vascularisés tels que le cerveau, le foie, les poumons. Ces organes vitaux sont notamment vitaux parce qu'ils ont une vascularisation particulière qui leur permet de fonctionner très très bien. Et par ce biais-là, deviennent la cible malheureusement de ces foyers secondaires. Donc il faut vraiment imaginer un réseau très complexe de vaisseaux sanguins qui va permettre concrètement à une tumeur d'y envoyer certaines cellules tumorales qui voyageront dans ces vaisseaux sanguins et vont se retrouver à un moment donné dans ces petits rétrécissements qu'on peut observer dans le schéma où concrètement les diamètres des vaisseaux sanguins qui ont permis de véhiculer ces cellules tumorales vont devenir extrêmement petits. C'est ce qui arrive dans les capillaires sanguins qui sont des vaisseaux sanguins de très très petite taille. Et cette petite taille va et peut contribuer à concrètement, comment dire, je trouve pas le mot. Faire de la rétention de... Bloquer une cellule tumorale cellules. par un aspect totalement mécanique, parce qu'une cellule tumorale est beaucoup plus grosse à un moment donné que le diamètre du capillaire sanguin dans lequel elle va voyager et qui va aboutir à une occlusion à un endroit donné dans un capillaire sanguin, en plus de toute une série d'autres choses. Et c'est un des premiers mécanismes qui va faire qu'une cellule tumorale qui aura proliféré au cours de sa vie dans un environnement mammaire, par exemple, qui est le sein, quand elle arrivera au niveau d'un cerveau ou d'un foie ou d'un poumon, elle se retrouvera bloquée dans la circulation sanguine. Et si elle est capable de survivre à ce moment-là, de s'en extraire, de proliférer par la suite, elle établira cette deuxième masse tumorale qu'on appelle la métastase. Et donc, si on passe à l'image suivante, dont je ne sais pas laquelle, c'est celle-ci qui finalement devait suivre la précédente, mais c'est une illustration concrètement de ce à quoi peut s'attendre une cellule tumorale quand elle est dans la circulation sanguine. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image de microscopie électronique à balayage de deux cellules tumorales. Alors, il y en a plusieurs, pardon. Il y en a deux qui sont orangées, qui sont des cellules de mélanome de souris, parce que c'est le modèle d'étude qu'on utilise dans mon équipe, qui ont une capacité très forte à développer des métastases. Et les deux cellules rouges que vous voyez plus bas sont des cellules de carcinome mammaire, donc des tumeurs de sein dans la souris. Ce sont des modèles d'études qu'on a dans le laboratoire. Et ce que vous voyez par ailleurs sont des composants qui sont extrêmement importants à la vie de n'importe qui dans cette pièce, qui sont les plaquettes sanguines. Donc je pense que vous savez tous à quoi servent et à quoi peuvent servir les plaquettes sanguines. C'est un composant essentiel de notre système vasculaire. Il nous permet concrètement de pallier à toute petite rupture qui peut avoir lieu à un moment donné dans un vaisseau sanguin. Cette image vous montre que en plus de cette activité essentielle à notre survie, elles ont malheureusement la capacité de s'attacher très très fortement aux cellules tumorales. Et ce ne sont pas les seules. Dans l'environnement sanguin, il existe toute une série de cellules qui ont une capacité très très forte à s'agglomérer autour des cellules tumorales et qui malheureusement, alors pour certains cas, vont avoir une action délétère sur la cellule tumorale, vont la permettre de l'éradiquer, mais dans le contexte des plaquettes sanguines, vont malheureusement très souvent participer à rendre cette cellule tumorale capable d'engager des programmes qui vont lui permettre de survivre dans les environnements à distance qu'elle aura colonisés au cours de sa vie. Et c'est une des choses que ces cellules tumorales ont la capacité de faire dans leur chemin vers la formation d'un nouveau foyer secondaire dans un organe à distance. Pour ceux qui verront les images en différé, je vous encourage à vraiment les regarder. C'est très joli, on dirait des petites boules touffues, comme ça, entourées par des petites, je ne sais pas comment décrire ça, des petites punaises clouées dessus. C'est très rigolo. Ouais, c'est extrêmement. Ça, c'est des images joli. Du laboratoire chez vous. Oui, alors ce sont des images, pour être très précis, qui ont été faites en collaboration avec une équipe qui est spécialisée dans l'étude des plaquettes sanguines et qui est située au niveau de l'EFS, l'établissement français du sang, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Et donc, c'est malheureusement une action qui est assez connue des plaquettes sanguines et qui mérite une attention particulière parce que vous le savez peut-être, l'utilisation en thérapie d'antiplaquettaires dans toute une série de pathologies qui peuvent affecter l'homme existe depuis très très longtemps. Et nos travaux, mais les travaux de nombreux autres laboratoires dans le monde, montrent que l'utilisation potentielle d'antiplaquettaires peut avoir une action bénéfique dans la capacité qu'on aurait à enrayer cette cascade d'événements qui conduit à la formation de métastases tumorales chez l'homme.
Ok. Et petite juste précision pour revenir sur du vocabulaire basique. Quand on parle d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne, du coup, on passe à une tumeur maligne quand le foyer initial est capable de se... C'est principalement quand le foyer initial aura été capable d'engager tous ces programmes que j'ai mentionnés par ailleurs, de dissémination, d'angiogenèse, donc attraction des vaisseaux sanguins, de lutte contre ces programmes de mort programmée, de prolifération massive, qui vont faire à un moment donné que la tumeur sera maligne. Mais principalement, quand elle aura engagé ces programmes de dissémination métastatique, c'est le stade le plus grave pour l'évolution d'une tumeur, quand elle aura eu cette capacité à disséminer à distance. Ok, je crois qu'on est revenu du coup sur l'image. On revient sur une... Ouais. Donc ça, c'est simplement, ce schéma vous illustre un petit peu la vie d'une cellule tumorale dans les fluides corporels qu'elle utilise majoritairement pour coloniser des organes à distance. Et elle engage des programmes de collaboration assez étroits avec toute une série de composants du sang, dont les plaquettes sanguines que je viens de mentionner. Et donc, si on avance un tout petit peu dans le propos et dans les images, j'avais également prévu de vous évoquer comment est-ce qu'on peut visualiser ces différents événements dans un laboratoire. Et on va découvrir la prochaine image. Je sais pas si peut-être. Oui, donc c'est exactement la bonne image. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est concrètement un saucissonnage d'un poumon de souris. Alors pourquoi on le saucissonne? Parce qu'on veut être capable d'y voir certaines choses. Et en le saucissonnant, la microscopie qu'on utilise dans les laboratoires nous permet de visualiser certaines choses. Les composants verts que vous voyez sont ceux que je vous ai évoqués par ailleurs, à savoir l'arbre, le lit vasculaire, le système circulatoire qui existe dans le poumon de cette souris, qu'on est capable, par des méthodologies d'imagerie, d'ingénierie génétique parfois, ou simplement même d'ingénierie chimique qui nous permet de visualiser certains composants tissulaires, nous permet de vraiment voir tous les vaisseaux des poumons de cette souris qu'on a saucissonné par ailleurs. Donc c'est vraiment une coupe, une tranche de poumon. Et la particularité de ce poumon, c'est que cette souris a été soumise à ce qu'on appelle un test de métastase expérimentale. Donc on a dans cette souris, avant de procéder à ces étapes-là, concrètement induit la formation de foyers secondaires tumoraux dans le poumon en utilisant un modèle de carcinome mammaire, donc de cancer du sein dans la souris. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut vraiment concrètement étudier les premiers événements que vivent les cellules tumorales au moment où elles arrivent dans le poumon en question et où elles établiront ces foyers tumoraux. Donc les petits objets rouges que vous voyez sont concrètement systématiquement une cellule tumorale qui vient quelques minutes auparavant, avant qu'on procède à cette tranche, qui viennent de coloniser le poumon à distance. Et on a, par nos procédés microscopiques et expérimentaux, la capacité d'aller concrètement visualiser une cellule au moment où elle arrive pour concrètement comprendre comment est-ce que celle-ci sera capable de mettre en place ces programmes de dissémination métastatique. Okay. On peut faire ça dans le poumon de souris. Et ça, c'est l'évolution de ces petites cellules que je vous ai montrées par ailleurs dans la vidéo précédente, mais qu'on regarde 10 jours plus tard. Donc là, ce que vous aviez vu dans la vidéo précédente, c'était 1 heure après qu'on ait injecté des cellules tumorales dans la circulation d'une souris. Donc elles sont capables de coloniser le poumon très très fortement. Ce que vous voyez ici, c'est une résolution un tout petit peu différente, mais les vaisseaux sanguins sont toujours visibles en vert, c'est toujours une tranche. Et les petites masses que vous voyez en rouge sont concrètement l'établissement 10 jours plus tard des premiers foyers tumoraux secondaires, des premières métastases. Donc on est passé à un état où concrètement la cellule tumorale qui provenait d'une tumeur a engagé ce programme de prolifération qui va mettre en place les foyers secondaires qu'on appelle les métastases. Et quand ces métastases deviennent trop importantes, elles mettent en péril concrètement l'activité de l'organe en question, l'activité du poumon qu'on voit ici. Alors on peut faire ça dans le poumon de souris pour vraiment bien comprendre comment est-ce que les cellules engagent ces programmes de dissémination métastatique. Et dans la vidéo suivante, on devrait voir ce qui se passe dans le cerveau d'une souris. Je vous ai introduit le fait qu'une tumeur a la capacité de coloniser plusieurs organes.
Donc cette petite vidéo concrètement vous représente ce qu'on appelle un saucissonnage optique par microscopie d'un réseau vasculaire d'un cerveau d'une souris vivante. Donc c'est concrètement de la microscopie qui a été effectuée sur une souris qui est encore en vie au moment où on a fait ces imageries. Donc vous voyez tout un réseau de capillaires sanguins et vous apercevrez, là on vient de l'apercevoir, mais on va la voir un tout petit peu mieux, une seule cellule unique. Donc là ce que vous voyez en vert au centre de la vidéo, et on voit le réseau tridimensionnel de ces capillaires sanguins, c'est une cellule tumorale qui vient d'arriver dans le lit vasculaire au niveau cérébral dans la souris. Et encore une fois, nos méthodologies expérimentales et de microscopie nous permettent d'aller sonder vraiment les premiers événements qui vont conduire à cette étape essentielle de la formation des métastases, donc les premiers événements où elles vont arriver dans un lit vasculaire, le quitter et établir une masse tumorale. Dans la vidéo suivante, on voit concrètement la même chose, mais cette fois-ci, ce qui est essentiel dans le développement de masses tumorales secondaires, de comprendre dans quelle mesure elles sont capables d'engager ces programmes de prolifération que je vous ai mentionnés par ailleurs, pour établir ces foyers secondaires. Cette vidéo, ce qu'elle vous montre, c'est ces différentes acquisitions qui ont été faites sur la même souris. Les souris sont vivantes à ce stade-là, mais qu'on a faites à différents temps donnés du développement d'une métastase. Donc vous voyez, il y a une petite échelle de temps qui apparaît dans le coin supérieur de la vidéo. On démarre au premier jour où la cellule vient d'arriver dans le réseau vasculaire, elle est encore dans le vaisseau. Vous voyez que très rapidement, après quelques jours, la première cellule tumorale, qui est rouge, va sortir de ce vaisseau sanguin. Et très rapidement, en fait, elle va engager un programme de prolifération. Alors c'est un peu saccadé parce qu'on est obligé de replacer, comme je vous le disais, la souris est vivante. Concrètement, on est obligé de la porter au microscope, mais de la remettre en hébergement pour qu'elle poursuive sa vie. Et on revient plusieurs jours plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle de l'imagerie longitudinale du développement métastatique dans le cerveau de souris. Ce qui met en lumière ce petit film, c'est la vitesse à laquelle concrètement une cellule va être capable d'engager une masse tumorale très rapidement une fois qu'elle aura quitté la circulation sanguine. Donc on voit qu'au bout de 10 jours, c'est ça ? C'est ça. On est capable d'avoir une cellule bloquée qui est sortie du vaisseau sanguin. Qui s'est extirpée de la circulation sanguine. Et qui a commencé à faire une tumeur. Exactement. Okay. On peut faire ça d'une autre manière. Cette dernière vidéo, je crois, vous montre concrètement à quoi doit faire face une cellule tumorale quand elle arrive dans ces petits capillaires sanguins. Et nous, on est très intéressés dans notre équipe par ces phénomènes. Et on a mis en place des méthodologies d'imagerie qui nous permettent d'aller voir à l'échelle d'une cellule unique. Donc encore une fois, vous la voyez dans le coin supérieur, la cellule en rouge, c'est une seule cellule qui se retrouve coincée dans un capillaire sanguin d'un réseau vasculaire d'un embryon de poisson zèbre. Donc, on aura peut-être des questions à ce sujet-là, mais c'est un modèle d'étude qu'on utilise activement dans le contexte de la recherche en cancérologie, parce qu'il a des capacités et des particularités qu'on peut utiliser dans le champ de la microscopie qui nous permet de visualiser, encore une fois, dans un organisme vivant, ce qui s'y passe à très haute résolution, à la fois spatiale, mais également temporelle. Et ce que j'espère vous arrivez à imaginer, c'est l'environnement hostile dans lequel se situe cette cellule tumorale, parce qu'elle est concrètement dans un vaisseau sanguin pour lequel une circulation sanguine est en place. Et c'est une circulation qui va concrètement être très délétère pour la survie d'une cellule tumorale. Malheureusement, la cellule tumorale est capable d'y faire face, d'y faire sa vie et ensuite d'engager ces programmes qui vont lui permettre d'établir des foyers secondaires à distance. Donc c'est un modèle d'étude, on pourra en parler par ailleurs, qu'on utilise activement pour comprendre ces étapes, ces programmes qui sont mis en place par les tumeurs pour envoyer ces cellules tumorales à distance et établir les foyers secondaires. Et je le mentionnais, on peut augmenter de manière très forte la résolution des événements qui nous intéressent, parce qu'on vous parle de choses qui sont macroscopiques. Ce qui intéresse le patient, c'est de savoir dans quelle mesure une masse tumorale va se former, va
être délétères pour l'organe en distance. Mais nous, les chercheurs, ce qui nous intéresse, ce sont des programmes souvent subcellulaires. Donc là, on change complètement d'échelle. Une tumeur, c'est de l'ordre de quelques millimètres, très très rapidement quelques centimètres. Mais une cellule, c'est de l'ordre du micromètre. Donc on est vraiment dans des gammes de taille beaucoup plus petits pour vraiment pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Et on est obligé d'aller bien en deçà de ça, parce qu'au sein même d'une cellule, il existe toute une série d'événements qui sont plutôt de l'ordre de l'échelle du nanomètre, pour lesquels il faut des méthodologies d'imagerie complexes qui seront intéressantes d'étudier pour comprendre dans quelle mesure ces cellules uniques sont capables de mettre en place ces programmes de métastases. Donc ce que vous voyez sont des méthodologies qui nous permettent de concrètement disséquer dans ses moindres détails une seule cellule à l'échelle nanoscopique pour comprendre comment son architecture interne, on a mentionné tout à l'heure l'ADN, on ne peut pas aller à l'échelle de l'ADN avec ces méthodologies d'imagerie, mais on s'en rapproche très très fortement, vont être capables d'être mises en œuvre pour engager ces programmes de dissémination métastatique. Et c'est un exemple qu'on est capable d'obtenir d'une cellule qui est en cours, parce qu'il s'avère que cette cellule, si vous avez bien gardé en mémoire le petit film du réseau vasculaire en 3 dimensions d'une cellule tumorale unique dans le cerveau de souris, ce que vous voyez ici, c'est exactement la même cellule, mais qu'on a été capable de sonder à l'échelle nanométrique pour comprendre vraiment comment ces différents programmes sont mis en place au cours de l'établissement des foyers secondaires. Donc c'est une coupe virtuelle en microscopie d'une seule cellule bloquée dans le canal. Exactement, donc c'est des méthodologies, alors c'est pas totalement virtuel parce que c'est un saucissonnage qu'on effectue alors que la cellule est incluse dans une résine très très dure qui nous permet d'utiliser ces méthodologies d'imagerie. Ce que vous voyez, c'est une reconstruction d'environ 7000 images qui ont été 7000 saucissonnages, 7000 tranches qu'on a effectuées sur la même cellule pour y effectuer la microscopie à très très haute résolution et la reconstruire dans son entièreté concrètement pour bien comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour former ses foyers secondaires. Et alors, je vous ai parlé de choses qui sont très très fondamentales, à savoir comment est-ce qu'une tumeur envoie des cellules tumorales qui colonisent les fluides corporels se retrouvent dans des organes à distance, mais les chercheurs sont également intéressés, bien que nous ne soyons pas médecins ni cliniciens, à être capables de tester dans quelle mesure une tumeur ou une cellule tumorale va avoir à former une tumeur ou à établir des foyers secondaires. Et pour cela, on utilise d'autres méthodologies qui sont ce qu'on appelle plutôt des modèles précliniques. Donc, ce sont souvent des modèles qui sont utilisés pour tester des composés actifs, des médicaments qui seront discutés un petit peu plus tard, mais que nous testons dans des modèles animaux. Donc ce que vous voyez, les petites taches de couleur qui ont l'air fluorescentes, représentent en fait des cellules qui expriment de la bioluminescence, qui naturellement qui existent dans le règne animal, qui sont par exemple des choses que vous voyez quand vous voyez des lucioles voler. Elles utilisent une protéine particulière, une enzyme qui va catalyser une certaine molécule qui va émettre de la lumière. On a détourné, nous chercheurs, cette molécule, on l'a insérée dans des cellules tumorales et elle nous permet de suivre dans un organisme très très grand tel que la souris l'évolution d'une tumeur de manière non invasive parce qu'on n'est pas obligé de sacrifier la souris et de manière longitudinale parce qu'elle nous permet de suivre l'évolution au cours du temps. Et donc ce que vous voyez sont malheureusement 3 petites souris auxquelles on a induit le processus de formation de métastases pulmonaires. Donc vous voyez, elles sont couchées sur le dos. Les images supérieures montrent vraiment où se trouvent ces métastases et le signal que vous voyez se localise exactement au niveau de la région pulmonaire des souris. Et en faisant ces processus d'imagerie longitudinale sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire parfois même plusieurs mois, on peut suivre l'évolution de la maladie concrètement d'une souris qu'on aura soumise par exemple à un traitement X ou Y pour voir dans quelle mesure il peut être antitumoral ou antimétastatique. Et les images du bas, avec ces petites taches luminescentes, sont également des foyers que je vous ai évoqués par ailleurs, ces foyers secondaires, les métastases, dans les poumons, une fois qu'on aura extrait les poumons de la souris dans le stade terminal, pour aller quantifier de manière un petit peu plus précise la capacité qu'aura eu une tumeur à établir ces foyers secondaires. Et on peut voir, je vous ai mis concrètement 3 conditions. Une condition sans
centrales pour lesquelles la souris a malheureusement connu une évolution métastatique très très forte en comparaison aux deux autres conditions qui ont été des souris soit contrôle, soit des souris qui ont été soumises à un traitement particulier qui a eu une capacité à enrayer ce programme métastatique, du coup à réduire la capacité qu'avaient ces petites masses tumorales à se former dans les poumons en question. Ok, je pense que là, on a eu pas mal d'exemples de comment est-ce que la biologie cellulaire et l'imagerie peuvent nous aider à comprendre comment un cancer se déclenche, se forme et se propage. Donc c'est une bonne chose de montrer à quel point les progrès technologiques qu'on a fait nous permettent de vraiment voir ce qu'il se passe à l'intérieur de notre corps. Maintenant, on va peut-être passer à la question de quelles solutions on peut envisager tant au niveau du dépistage, de la prévention, qu'au niveau des traitements. Et comment est-ce que vos disciplines, c'est-à-dire la physique et la chimie, peuvent également contribuer à cette question de neutraliser les cancers ou nous aider à limiter les impacts de cette maladie? Alors, on va passer sur l'image suivante. Donc, comme vous l'avez compris, les processus cancéreux, c'est des processus multi-échelles qui commencent au niveau moléculaire, puis cellulaire, puis tissulaire, puis sur l'organisme en entier. Et donc, si on veut être capable de traiter efficacement ces cellules cancéreuses, il faut évidemment être capable de pouvoir les détecter. Alors, l'imagerie que Jackie a présentée, c'est une imagerie qui se fait dans le visible. Donc, ça veut dire qu'on utilise de la lumière visible pour détecter les objets qui nous intéressent. Alors, vous savez toutes et tous qu'on n'est pas transparent. Donc, à l'échelle de l'organisme entier, c'est plus difficile d'utiliser ce type d'approche. Donc, il y a plusieurs méthodes de détection qui existent. Vous avez des méthodes d'imagerie comme le scanner, l'IRM. Et donc, est-ce que vous avez une idée de quelle est la limite, une des limites en tout cas, de ces approches-là? Est-ce qu'on est capable de descendre à des échelles spatiales qui sont très petites, comme Jackie l'a montré avec les cellules? La réponse est non. On n'arrive pas à avoir des résolutions spatiales qui permettent de voir une cellule unique. Donc on est capable d'imager des morceaux de tissu et au besoin de mettre en évidence la présence ou pas d'un tissu cancéreux. Donc ça, c'est un premier type d'approche. Une autre approche possible, c'est de faire de prélèvements sanguins et de détecter des biomarqueurs qui sont quelque chose qui va vous renseigner sur la présence de cellules cancéreuses dans votre organisme. Et là, on va être confronté à une autre limite, qui est une limite de détection, c'est-à-dire que si on veut traiter un cancer de manière efficace, il faut le détecter le plus tôt possible. Et donc, si on le détecte très tôt, ça veut dire que la quantité de biomarqueurs qui est produite par le tissu cancéreux va être en quantité limitée dans votre organisme. Et donc là, à l'heure actuelle, on est capable, dans une goutte de sang, de détecter, notre limite de détection, elle est autour de 15 000 molécules sur une population qui va être de l'ordre de 100 milliards de molécules. Donc on a des très bonnes efficacités de détection, mais ce qu'on peut espérer dans le futur, c'est de détecter encore avec des seuils de détection plus bas pour détecter précocement l'apparition du cancer dans notre organisme et donc de le traiter efficacement. Alors, oui, je n'ai pas du tout décrit les images, pardon. Donc, il y avait la partie gauche qui illustrait ces prélèvements. Et donc, nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on développe des nanomatériaux qui vont nous permettre justement d'augmenter les seuils en dessous desquels on va pouvoir détecter la présence de biomarqueurs. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un nanomatériau ? Donc là, pour resituer les choses dans leur contexte, si vous prenez un cheveu humain, c'est un objet qui va faire typiquement 30 micromètres de diamètre. Alors cet objet, vous êtes capable de le voir à l'œil. Par contre, si je vous demande de mesurer son diamètre, ça va être très difficile. Donc la résolution spatiale de votre œil ne vous permet pas de mesurer précisément la taille de cet objet. Donc nous, au laboratoire, on développe des nanomatériaux qui sont 1000 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est vraiment des objets qui sont extrêmement petits et qu'on n'est pas capable de détecter à l'œil nu. Alors on peut les détecter si ces objets émettent de la lumière. Donc là, dans les images que Jackie a montrées précédemment, il vous a parlé de bioluminescence. Et donc nous, ce qu'on développe au laboratoire, ce sont des molécules fluorescentes qui vont émettre de la lumière, et c'est cette lumière qu'on va pouvoir détecter. Alors le problème, c'est que si on veut détecter la lumière qui est émise par une seule molécule,
il faut un appareillage qui est extrêmement complexe et extrêmement coûteux. Et donc le but du jeu, c'est aussi de pouvoir développer des méthodes qui permettent de démocratiser le plus largement possible notre capacité à détecter des biomarqueurs. Et donc ce qu'on essaye de faire au laboratoire, c'est de remplir ces nanomatériaux de molécules fluorescentes. Donc plus elles vont contenir de molécules, et plus ça va être facile de les détecter. Donc si vous regardez le ciel la nuit, si vous avez une étoile qui est très très peu brillante, vous allez avoir beaucoup de mal à la voir. Par contre, si elle est très brillante, à ce moment-là, on pourra la localiser très précisément dans le ciel. Donc c'est un peu ce que nous, on essaye de faire au niveau du laboratoire. Et donc vous avez cette... Alors, vous êtes passé un tout petit peu trop vite sur le schéma suivant. On peut revenir en arrière. Si on peut juste revenir en arrière. Donc là, vous avez cette échelle qui vous recontextualise un petit peu les différentes tailles qu'on peut retrouver dans la nature. Et donc sur l'image qui se trouve en bas à droite, ce sont des nanofibres qui font quelques micromètres de longueur et qui ont des diamètres qui sont de l'ordre de 200 nanomètres. Donc là aussi, c'est des dimensions qui sont très petites. Et en fait, ces fibres-là, on les a remplies de molécules fluorescentes, ce qui fait qu'on est capable de les détecter avec un microscope. Mais on a aussi, et j'en parlerai un petit peu après, essayé d'optimiser la réponse de ces systèmes-là. Et à l'heure actuelle, les matériaux qu'on fabrique au laboratoire, on peut les détecter avec la caméra d'un smartphone. Donc là, vous voyez un petit peu l'idée de pouvoir démocratiser l'utilisation de ce type de marqueur qui va être capable de détecter des molécules d'intérêt. Donc si on passe sur le schéma suivant, ce qu'on a essayé de faire d'un point de vue fondamental, c'est d'optimiser la quantité de molécules fluorescentes qu'on peut mettre dans ces nanomatériaux. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tout simplement inspiré de ce qu'on peut retrouver dans la nature. Donc sur la partie gauche de l'image, vous avez un schéma qui vous rappelle le principe de la photosynthèse. Donc vous savez que c'est quelque chose qui est essentiel à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Si ça n'avait pas existé, personne ne serait là pour discuter de la problématique du cancer. Et donc dans les plantes, il y a des architectures moléculaires et protéiques qui créent des antennes qui sont capables de capter très efficacement l'énergie lumineuse qui provient du soleil. Et cette énergie, elle est ensuite utilisée par la plante pour produire du glucose, donc un sucre, mais également de l'oxygène, qui est un produit secondaire de cette réaction. Et donc c'est grâce à cet oxygène qu'on est tous en vie à l'heure actuelle. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de concevoir des matériaux qui reproduisent ou qui miment en fait ces architectures moléculaires. Alors la nature, elle est très bien faite parce qu'il y a eu l'évolution qui a eu lieu pendant plusieurs dizaines, centaines de millions d'années. Donc ça a optimisé l'architecture de ces structures dans les plantes. Donc au niveau du laboratoire, d'un point de vue fondamental, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reproduire cela. Alors, donc sur la partie qui se trouve à droite sur l'image, vous avez un schéma en bas à droite qui représente une nanoparticule. Et donc là, si vous faites un truc bête, qui est de remplir votre ballon de molécules fluorescentes et que vous faites rien d'autre, ce qui va se passer, c'est que ces molécules vont en quelque sorte s'agréger et vous allez éteindre la lumière qui sont émises par ces molécules. Donc a priori, on a un système qui n'est pas du tout intéressant puisqu'il n'émet pas de lumière. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rajouter des composés chimiques à l'intérieur de la particule pour contrôler en quelque sorte l'architecture et comment s'organisent les molécules fluorescentes à l'intérieur de cette nanoparticule. Alors vous avez tous fait une expérience peut-être par le passé en prenant des aimants et vous voyez qu'avec des aimants, les aimants peuvent s'attirer ou peuvent se repousser. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur la charge électrique qui est présente sur les molécules. Donc des molécules plus vont se repousser, des molécules moins vont se repousser, et une molécule plus va être attirée par une molécule moins. Et c'est ça qui nous permet en fait de jouer sur l'organisation des molécules fluorescentes à l'intérieur de ces nanoparticules. Et donc à l'heure actuelle, on est capable d'amplifier de plusieurs milliers de fois le signal lumineux qui est émis par ces nanomatériaux. Et donc, comme j'ai dit précédemment, une simple caméra de smartphone peut être utilisée pour visualiser ces particules. Donc là, on peut démocratiser, comme je l'ai dit précédemment, l'utilisation de ces objets. Alors, si vous passez sur le schéma suivant,
Donc concrètement, une fois qu'on a ces objets-là, qui sont très lumineux, qu'on peut détecter très facilement avec des systèmes qui sont très peu coûteux, qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter une molécule qui serait présente dans notre échantillon? Donc là, ce qu'on a fait sur la partie qui se trouve en haut à gauche, c'est qu'on a décoré ces nanoparticules sphériques avec des brins d'ADN. Et donc, on a rajouté un brin complémentaire qui vient se lier à la nanoparticule et qui contient une molécule rouge. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de la lumière qui est absorbée par les molécules vertes. Donc là, on a notre antenne qui capte très efficacement l'énergie lumineuse. Et vous avez ensuite un transfert d'énergie qui va allumer la molécule rouge. D'accord ? Donc on a une particule qui va avoir une couleur qui va être rouge. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute dans la solution une cible qu'on cherche à détecter. Et en fait, cette cible, elle va avoir une affinité qui est plus importante pour les brins d'ADN qui se trouvent sur votre particule. Et ça va en quelque sorte prendre la place du brin qui contient la molécule rouge. Et donc, si vous enlevez la molécule rouge, la particule va changer de couleur. Donc, s'il n'y a pas de cible, la particule émet de la lumière rouge. Et si la cible est présente, elle va émettre de la couleur verte. Et donc, si vous prenez votre smartphone et que vous regardez votre particule, lorsque la cible est détectée, on va pouvoir, par un changement de couleur, visualiser la présence de notre biomarqueur. Et donc, on peut le faire de plusieurs manières. Donc, si on veut encore augmenter notre efficacité de détection et donc détecter des concentrations encore plus faibles de molécules, ce qu'on peut faire, et c'est ce que vous voyez sur la partie qui est en bas à gauche, c'est utiliser 2 nanoparticules. Une nanoparticule qui contient des molécules vertes, une nanoparticule qui contient des molécules rouges, donc on peut détecter très facilement. Et ensuite, on peut décorer ces nanoparticules avec des séquences ADN. Et lorsque la cible est rajoutée dans la solution, à ce moment-là, les 2 nanoparticules vont se retrouver reliées l'une à l'autre. Et donc là aussi, vous allez avoir une détection qui va être basée sur le changement de couleur de votre échantillon. Et encore une fois, c'est des expériences qu'on a réalisées au laboratoire. Et plutôt que d'utiliser une caméra qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire le type d'image que vous avez pu voir tout à l'heure, on a pris simplement un smartphone et on a été capable de détecter la présence de la molécule qui était présente en solution. Et donc, on est descendu à des seuils de détection. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les histoires de concentration, mais on arrive à des seuils de détection qui sont inférieurs au picomolaire, ce qui représente, par rapport à l'analogie et l'imagerie que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est en gros une molécule pour 10 millions de milliards de molécules. Donc ça, c'est la limite de détection qu'on arrive à atteindre avec ce type de nanomatériaux. Donc on a vraiment des détections qui sont extrêmement efficaces. Alors, ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle au laboratoire, c'est encore d'améliorer les propriétés de ces nanomatériaux. Et donc là, plutôt que d'utiliser des nanoparticules, on est en train d'essayer d'utiliser des fibres qu'on arrive à remplir avec un nombre encore plus important de molécules fluorescentes et donc de les rendre encore plus visibles que les nanoparticules. Et donc là, vous voyez sur l'image qui est juste tout à droite, une fibre de couleur verte sur laquelle vous avez des nanoparticules rouges qui sont déposées. Et donc là aussi, en rajoutant des biomarqueurs qu'on cherche à détecter, on va pouvoir lier les nanoparticules rouges à cette fibre verte et détecter très facilement la présence de notre biomarqueur dans la solution. Et donc c'est vraiment quelque chose qui représente un défi à l'heure actuelle, c'est d'augmenter notre capacité à pouvoir détecter ces biomarqueurs. Et donc, quel est l'intérêt de faire tout ça ? Donc, si on passe au schéma suivant, donc le but du jeu, c'est en démocratisant ces approches de détection, c'est d'aller vers ce qu'on appelle de la médecine personnalisée. Puisque génétiquement, il suffit qu'on se regarde tous les uns les autres pour voir qu'on n'est pas du tout pareil. Et donc, quand un cancer se développe chez une personne, les médecins vont utiliser un traitement, mais le traitement ne va pas agir de la même manière sur tous les individus. Et donc le but du jeu, dans les problématiques de médecine personnalisée, c'est de pouvoir faire un diagnostic rapide et de mesurer la réponse que le patient X a au traitement que le médecin est en train d'utiliser. Et donc on peut suivre comme ça, en temps réel, la réponse de l'organisme par rapport à un traitement donné. Et donc
plus on arrive à le faire de manière simple, et plus ça va être efficace de pouvoir adapter le traitement et donc de traiter de manière optimale le patient. Et donc juste pour terminer, donc, on est parti d'un problème très fondamental, comment organiser des molécules dans une nanoparticule. Et grâce à ces travaux de recherche fondamentale, on a pu développer cette application et on a créé en 2022 une start-up au laboratoire qui vise à développer des tests diagnostiques sur papier. Donc les nanomatériaux sont mis sur une feuille de papier et ensuite on dépose une goutte de sang et en utilisant ces approches de type détection par smartphone, on essaye justement de pouvoir détecter la présence de ces biomarqueurs. Ok, merci pour cette illustration de comment les physiciens peuvent aussi contribuer à solutionner le cancer. Et du coup, pour finir le tour de table de comment vous contribuez à chaque fois à cette question, est-ce que, Guillaume, tu peux nous parler un peu de comment est-ce que les chimistes peuvent aussi contribuer cette fois-ci au traitement donc tu vas plutôt parler de chimiothérapie. Ouais, exactement. Combien de temps il nous reste là? Alors, très rapidement, peut-être 5 minutes maximum, parce que j'aimerais qu'on garde du temps pour les questions. Je vais faire rapide. Donc, effectivement, je suis chimiste et donc je vais parler de chimiothérapie. Donc, la thérapie littéralement par la chimie, en fait, l'utilisation de molécules pour se soigner. Il s'avère que chimiothérapie est très axée sur le cancer, mais chimiothérapie, ça englobe normalement beaucoup de choses. À partir du moment où vous prenez une petite molécule pour vous soigner, vous prenez de la chimiothérapie. Il s'avère que dans le cancer, les molécules que l'on prend, ce ne sont pas n'importe quelles molécules, parce que ce sont des poisons. Le but de la chimiothérapie, c'est de venir tuer vos cellules cancéreuses. C'est ça le but. Parce que les cellules cancéreuses sont, par nature, comme l'a dit Jackie, immortelles. Il faut à un moment donné venir s'en débarrasser parce qu'elles ne partiront pas d'elles-mêmes. Donc il faut venir les tuer et on prend pour ça donc des poisons. Et le souci avec ces composés-là, c'est que lorsque vous prenez une chimiothérapie, la molécule, elle ne discrimine pas entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Donc vous jouez sur le fait que votre cellule cancéreuse, elle est très gourmande parce qu'elle se multiplie beaucoup. Elle croît tout le temps. Elle a besoin de beaucoup de nutriments. Et comme l'a dit à nouveau Jackie, elle a créé son propre réseau sanguin, l'angiogénèse. Donc elle est capable de capter tous les nutriments qui passent dans votre corps pour soutenir sa croissance folle. Donc quand vous injectez quelque chose dans votre sang, un poison, il va fatalement se retrouver dans la tumeur. Donc vous allez jouer comme ça sur la statistique en fait. Vous allez avoir fatalement plus de poison qui va finir dans vos cellules cancéreuses. Mais dans votre corps, vous avez aussi des cellules saines qui, par nature, se divisent beaucoup. Les cellules de votre cuir chevelu, par exemple, plusieurs cellules dans votre corps. Et ces cellules-là, malheureusement, elles vont prendre aussi du poison. Et ça, c'est l'origine des effets secondaires que l'on constate dans les chimiothérapies. La perte des cheveux, notamment, et tout ce qui s'ensuit. C'est la mort des cellules saines par le médicament que l'on absorbe. Voilà, donc le poison est dans la dose, etc. Je ne vous refais pas le... Voilà. Mais c'est ça le souci. Donc pendant des décennies, il y a eu ce rêve un peu fou de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que notre médicament, il n'aille que dans les cellules cancéreuses. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Extrêmement difficile, parce qu'on ne peut pas entraîner une molécule comme un chien savant, on ne peut pas lui dire va renifler la tumeur et va t'y diriger, c'est très très compliqué. Heureusement, il y a eu des chercheurs très très talentueux, dont certains ont eu le prix Nobel pour ça, qui ont développé des anticorps particuliers, donc des anticorps synthétiques. Les anticorps, on en a tous dans notre corps, c'est les soldats de notre immunité, c'est ceux qui nous protègent contre les infections, etc. Mais dans le cancer, notre système immunitaire, il est souvent inopérant. Les anticorps n'arrivent pas à détecter les cellules cancéreuses pour les tuer, alors qu'ils devraient, mais ils n'y arrivent pas parce que les cellules cancéreuses sont fourbes et sournoises. Et les anticorps synthétiques qui ont été développés par ces chercheurs ont comme propriété de se lier sélectivement à certaines cellules cancéreuses, à reconnaître ces cellules cancéreuses-là. Alors on dit anticorps synthétiques parce qu'ils ont été développés en laboratoire, ils ne sont pas produits naturellement, mais rien ne les distingue d'un anticorps humain, si ce n'est cette capacité que n'ont pas les anticorps humains à se lier à une cellule cancéreuse. Donc ça, c'est déjà chouette à la base, parce que quand vous avez un anticorps qui peut se lier à une cellule cancéreuse, il peut recruter votre système immunitaire. En fait, il indique en disant « les gars, ça là, ce qu'il y a là, c'est pas à nous, il faut s'en débarrasser ». Donc ça, ce sont les immunothérapies, et ça fonctionne très très bien.
À l'heure actuelle, c'est utilisé très conventionnellement, même en première ligne de traitement, des immunothérapies par anticorps pour permettre d'accroître justement la durée de vie des patients. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cette propriété qu'ont les anticorps à reconnaître sélectivement une cellule cancéreuse pour leur faire transporter la molécule cytotoxique, le poison qu'on donne en chimiothérapie. Donc cette fois-ci, l'anticorps, il porte son médicament de chimiothérapie, son poison, comme représenté sur les illustrations. Alors un anticorps, j'ai oublié de le dire, c'est une molécule, c'est une très grosse protéine qui a une forme de Y. Donc généralement, on la représente en Y. Donc là, vous avez un petit anticorps avec des yeux. Et là, vous avez un anticorps de l'autre côté qui porte dans son sac à dos le poison qu'il va amener sélectivement à la cellule cancéreuse. Et donc, on est sur une chimiothérapie ciblée, si vous voulez. C'est-à-dire que cette fois-ci, parce que l'anticorps ne va reconnaître que les cellules cancéreuses et ne va aller que dans les cellules cancéreuses, le poison qu'il transporte ne finira que dans les cellules cancéreuses. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des conjugués anticorps-médicaments. Ça fonctionne aussi bien. Il y en a une douzaine qui sont utilisés à l'heure actuelle en clinique. Et moi, je travaille là-dessus. Et j'essaye de... Parce que sur le papier, ça sonne comme un peu... Ça y est, on y est arrivé, on a résolu le souci. Évidemment, c'est pas si simple. Il y a quand même des effets secondaires. Et donc, moi, j'interviens partout où il y a de la chimie. On essaye de développer des nouvelles molécules toxiques. On essaye aussi de travailler sur le lien entre la molécule toxique et l'anticorps, donc sur les bretelles du sac à dos, si vous voulez. Parce qu'il ne faut pas que les bretelles, elles se détachent. Sinon, l'anticorps, il perd son médicament, son poison dans le sang. Et le poison va de partout. Donc, on perd cet intérêt. Et on travaille aussi sur l'endroit où vient se placer le sac à dos, parce que ça c'est super difficile, on n'arrive pas à contrôler parce qu'on ne peut pas voir. Donc de temps en temps on met notre sac à dos, mais il atterrit sur la tête, dans les jambes. Des fois on a des anticorps qui vont se retrouver avec 10 sacs à dos, d'autres sans aucun sac à dos. Donc on essaye vraiment de travailler là-dessus, et ça on peut faire ça qu'avec de la chimie. Et je termine là-dessus sur pourquoi est-ce qu'il y a ces illustrations. C'est parce que dans le cadre d'un projet européen que j'ai coordonné là, de 2020 à 2024, on a eu un gros volet illustration et vulgarisation à destination du grand public. Et on a fait une bande dessinée. Et ça, donc, ce sont les anticorps qui peuplent notre bande dessinée, qui ont été dessinés par Lison Bernet, qui était l'illustratrice. On a travaillé avec Dorothée Fraleux, qui a été la facilitatrice. Et à trois, on a pensé cette bande dessinée que, normalement, vous pourrez trouver en vente à la sortie, parce que les choses sont bien faites, 10 €. Et édité par les presses universitaires de Strasbourg. Je dis ça d'autant plus volontiers que je ne touche absolument rien sur cette bande dessinée, donc c'est vraiment purement désintéressé. Et comme ça, vous apprendrez dans cette bande dessinée un peu tout ce qu'on a vu, d'où vient le cancer. On suit le parcours de soins d'une patiente jusqu'à sa rémission finale, fort heureusement. Et c'est surtout que vous allez trouver des planches avec le travaux de nos doctorants. Dans ce projet européen, on a 11 doctorants qui ont travaillé et chacun a une planche qui est dédiée à son projet de recherche pour expliquer ce qu'il fait sur ces fameux conjugués anticorps-médicaments, pour essayer aussi d'expliquer ce qu'est la science, la recherche et surtout à l'échelle européenne et à quel point on en a tous et toutes besoin. Merci beaucoup pour ce nouvel exemple de comment est-ce que la chimie peut contribuer. Alors juste, on va se permettre de prendre encore 5 minutes, mais pas plus, avant de récupérer les questions. Une petite dernière question pour vous. Enfin, vous travaillez tous dans des champs très différents. Quelle a été la démarche et l'histoire pour vous finalement de passer de la chimie, la physique ou même la biologie cellulaire, parce qu'on ne travaille pas spontanément forcément sur une maladie. Comment est-ce que vous avez convergé vers cette question de recherche et quel a été le trajet? Très rapidement, storytelling de votre, de votre parcours et de votre carrière un peu. Alors, moi, effectivement, je suis chimiste de formation. Je suis surtout chimiste organicien, donc c'est-à-dire que je synthétise des molécules qui sont dans la nature. Et la nature est une source inépuisable de molécules thérapeutiques. Il y a beaucoup de composés de chimiothérapie qui proviennent de sources naturelles. La vincristine de la pervenche de Madagascar, le taxol de l'IF. Il y a vraiment tout un tas de trucs absolument fascinants dans la nature. Et donc moi, j'étais vraiment centré sur la synthèse de ces molécules-là. Et lorsque j'ai rejoint le CNRS, j'en ai profité effectivement pour changer de thématique et me concentrer sur la chimie qu'on peut faire à la surface d'une protéine, à la surface d'un anticorps. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai fait fusionner un peu ces deux thématiques-là et de me dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des médicaments directement sur les anticorps, utiliser les outils de la chimie pour venir fonctionnaliser ces anticorps et les rendre justement capables de transporter des composés cytotoxiques dans les molécules. Voilà. Alors,
pour ma part, j'insisterai pas nécessairement sur ma propre trajectoire, mais je veux juste insister sur le fait, même si ça a pu vous paraître probablement très abstrait, mais c'est qu'il y a finalement cette rencontre entre nous trois. Nous nous connaissons par ailleurs pas totalement, mais ça représente concrètement ce qui se passe dans un laboratoire de recherche, à savoir combiner des expertises différentes. Tout ce que moi j'ai pu vous montrer, tout ce que Pascal et Guillaume ont pu vous montrer, ne serait pas possible sans l'apport de l'un et de l'autre. Nous, on a des capacités de visualisation de microscopie qui sont possibles parce qu'on a accès à des objets fluorescents qui sont développés dans les laboratoires tels que celui dirigé par Pascal, et on utilise des composés, des anticorps, des molécules actives contre le développement de la maladie qui sont développées par des chimistes. Donc c'est vraiment un aspect collaboratif qui permet de traiter des questions fondamentales sur une question centrale de santé publique, et c'est ce qui est par ailleurs extrêmement excitant dans l'aventure énorme que peut être la science au bénéfice du développement de l'homme. Donc effectivement, la science, c'est un travail collaboratif. Donc on est que 3 là, mais dans nos labos, on est évidemment bien plus nombreux que juste nous 3. Et sans les autres, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Alors moi, à titre personnel, j'ai suivi des études de physique. J'ai fait une thèse en physique fondamentale. Et pendant mon doctorat, j'ai rencontré un biologiste qui travaillait sur le cancer du col de l'utérus. Et on a commencé à discuter ensemble et on a essayé de voir si on pouvait faire des choses ensemble. Et c'est comme ça que j'ai migré vers l'imagerie et les problématiques biologiques au sens large. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose de très enrichissant de pouvoir comme ça partager des connaissances entre scientifiques et de manière plus large avec le grand public aussi. Je pense que c'est aussi un bon exemple de se dire que c'est pas parce que des chercheurs cherchent des choses qui a priori semblent pas directement utiles et qui font pas directement de la recherche appliquée que les résultats de leurs recherches qui sont très fondamentaux pourront pas être utilisés et profiter à tous dans le futur. Donc c'est un petit rappel qu'il ne faut pas oublier de soutenir les sciences fondamentales parce que on sait jamais, ça peut servir. Ça sert. Voilà, c'est un petit rappel qui est bien de faire dans le contexte actuel du monde. Voilà, vos impôts servent aussi à ça, voilà. Donc, je suis sûre que après tous ces discours-là, vous avez plein de questions dans l'Assemblée. Et en attendant de prendre les questions, on va tout de suite aller regarder ce que Hélène nous a fait, Hélène Bléau, qui illustre la rencontre en direct. Donc Hélène nous a réalisé quelques planches avec ce qu'elle a identifié d'important pendant la session. Donc vous pouvez le voir en direct sur le mur du planétarium, avec des petits portraits de nos intervenants, des schémas, sur des résumés graphiques sur ce que c'est que l'ADN, l'ARN, la protéine. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site web a posteriori. Donc je la laisse changer les planches pour que vous puissiez admirer tout ça. Dans la salle, réfléchissez à vos questions car ça va être à vous. Il y a un micro qui va se promener, donc si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Et on se chargera de vous apporter un micro qui apparaîtra magiquement dans vos mains. Oh oui, la lumière se rallume. Il y a une question devant, en bas de la salle. On n'a plus de micro. Alors, je vais prêter mon micro en attendant. Voilà. Bonjour. J'avais une question à propos de ce qu'on avait discuté, mais au tout début de la conférence, à propos du paradoxe, j'ai oublié le nom, du paradoxe du fait que sur des êtres vivants où on a énormément de cellules, on peut avoir une incidence de cancer très faible, et inversement, sur des êtres vivants avec avec très peu de cellules, relativement, on pourrait avoir une incidence de cancer très élevée, comme par exemple la souris. Ouais. C'est une très bonne question, je crois que c'est Guillaume qui la prend. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, j'ai pas saisi la question. Du coup, c'est quoi l'explication en fait de ce paradoxe-là, c'est ça? Aucune idée. Et je crois justement qu'il n'y a peut-être pas forcément de réponse claire, nette et précise, quoi. Voilà, peut-être que je vais laisser Jackie. À ma connaissance, on n'a pas été capable de corréler exactement cette potentielle corrélation, à savoir le développement d'une tumeur en fonction du nombre de cellules. Mais par contre, il existe tout un champ d'études à l'heure actuelle qui s'intéresse à l'incidence des cancers dans certains types animaux.
Il s'avère par exemple, je citerai un petit exemple qui moi m'avait beaucoup intéressé, c'est l'absence de développement de pathologies cancéreuses, par exemple dans une catégorie de rats souterrains très particulière, qu'on appelle en anglais, je suis désolé, j'ai pas le nom en français. C'est le rat top nu, je crois. Voilà, exactement, naked mole rat. Donc c'est un rat particulier qui a été prouvé pour être incapable de développer le cancer à aucun moment de sa vie. Et il existe des laboratoires entiers qui s'intéressent à comprendre moléculairement qu'est-ce qui fait que ce rat ne développe pas de cancer à aucun moment de sa vie. Alors il y a toute une série de possibilités qui l'expliquent. On ne vous en a pas beaucoup parlé, mais à l'échelle tissulaire, il y a notamment des échafaudages qui permettent à nos cellules de constituer des organes. Et c'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est concrètement des petits échafaudages sur lesquels les cellules se positionnent. Il semblerait que dans le contexte du naked mole rat, par exemple, ils ont une capacité à synthétiser, déposer, construire, façonner ces échafaudages d'une certaine manière qui va enrayer en fait, le développement d'une tumeur à un moment donné. Donc, voilà, c'était un petit exemple, une petite anecdote. Il me semble aussi que sur des grands organismes comme la baleine, il y a certaines protéines qui sont chargées de réparer l'ADN et qui du coup empêchent la survenue de mutations. Tu m'as l'air bien au courant. Le hasard des choses fait que j'ai un peu travaillé sur la question, mais voilà, c'est par le passé. C'est une excellente question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Moi, j'en ai une petite en attendant. Il y a un micro ici. Mais est-ce que si on sait qu'une cellule tumorale va s'arrêter juste ici, je me permets juste une petite question. Est-ce que si on sait qu'une cellule tumorale va s'arrêter à un endroit, est-ce qu'on ne peut pas mapper du coup notre système sanguin et prédire où est-ce que depuis une tumeur, la cellule va coloniser un autre endroit en fait ? Je commence par répondre et je vous laisserai répondre si vous voulez. Mais oui, effectivement, nous, c'est un rêve qu'on avait au sein de notre équipe, c'est de pouvoir concrètement prédire la position de formation d'une métastase. Alors, il s'avère que, je vous ai très rapidement parlé des vaisseaux sanguins, du flux sanguin. Il s'avère qu'on a été capable de démontrer qu'il existe une corrélation assez fine entre l'index de perfusion, donc la capacité qu'ont nos vaisseaux à porter du sang, et la capacité concrètement qu'a une cellule tumorale à y établir un foyer tumoral. Donc très concrètement, des vaisseaux sanguins dont la perfusion est un peu plus faible va permettre à cette cellule tumorale plus facilement de s'y établir. Et on pourrait imaginer des stratégies qui nous permettraient effectivement de prédire cette position et d'enrayer l'établissement en modulant concrètement les index de perfusion ou c'est ce qu'on appelle ces forces hémodynamiques, ce sont ces forces qui existent dans les vaisseaux sanguins et qui acheminent les cellules à ces endroits donnés. Merci. Il y a une autre question dans la salle. Si les anticorps servent précisément à supprimer les effets indésirables de ce qu'on a inoculé, pourquoi d'abord, quel sera le financement de ce, parce que ça, je pense que c'est l'important, c'est qu'on voit toujours, on voit encore et toujours des gens qui meurent d'un cancer. Est-ce qu'il y a un moyen pour financer davantage ce problème d'anticorps, puisqu'en effet, c'est celui-ci qui peut traiter le cancer? Oui, alors, c'est pas si rose que ce qu'il ne paraît, évidemment. C'est très très compliqué parce que ces conjugués anticorps-médicaments ont malheureusement eux aussi des effets secondaires. Donc, c'est pas si simple que ça. Parce qu'à un moment donné, il y a un lien qui est fragile entre le composé toxique et l'anticorps qui peut se casser en fait dans la circulation sanguine. Donc on perd le composé toxique qui se retrouve du coup à tuer des cellules saines aussi. Donc c'est pas si rose que ça. Les conjugués anticorps-médicaments à l'heure actuelle sont, à ma connaissance, surtout utilisés pour les gens chez qui la chimiothérapie conventionnelle ou les immunothérapies n'ont pas fonctionné. C'est des gens chez qui soit le cancer résiste, soit le cancer revient après une première phase de traitement. Et alors, il y a un coût, c'est vrai, parce que c'est cher, mais tout est cher malheureusement, mais c'est aussi que dans le développement d'un médicament, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut clairement identifier l'indication et le type de patient à qui ce médicament-là sera prescrit. Quand on fait tous les essais cliniques, avant que le médicament puisse être mis sur le marché. Et donc, vu qu'il y a un réel besoin pour les gens qui ont des cancers très résistants, les conjugués anticorps-médicaments ont été
testés cliniquement pour ces patients-là. Donc quand ils arrivent sur le marché, ils sont à destination de ces patients-là. On ne peut pas les utiliser comme ça tout d'un coup en première ligne de traitement pour n'importe quel patient. Je complète juste en insistant sur le fait que c'est un aspect sur lequel on n'a pas beaucoup insisté aujourd'hui, c'est la capacité qu'a une tumeur, une cellule tumorale, un développement tumoral à finalement échapper à certaines stratégies. Ils ont une capacité de mutation. On a commencé par vous évoquer les mutations. Il faut imaginer une tumeur comme une entité qui est capable de changer, de façonner. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire à un moment donné, on va pouvoir la voir, la cibler, l'éradiquer, mais elle sera très très rapidement capable d'engager d'autres programmes pour engager des programmes de résistance à certaines chimiothérapies, certains procédés thérapeutiques qui existaient, qui fonctionnaient, pour évoluer comme elle a besoin d'évoluer. Et c'est un des aspects les plus complexes à étudier sur le plan de la compréhension, à savoir dans quelle mesure on peut anticiper ces programmes de résistance pour développer de meilleurs procédés thérapeutiques. Il y a encore une question devant. Bonsoir. Déjà, merci pour tout. Ma question comporte par rapport aux plaquettes. Vous avez dit que malheureusement, elles se collent très facilement aux tumeurs. Dans ce cas, c'est peut-être une question un peu bête, mais vous avez dit que vous travaillez avec l'EFS, notamment. Est-ce que faire des dons de plaquettes pour quelqu'un qui a des tumeurs peut aider d'une quelconque manière? Alors, si je prends merci pour la question. Si je prends la question comme elle est posée directement, non, parce que apporter plus de plaquettes, ça contribuerait à la formation d'une tumeur. Mais on utilise ce procédé différemment, c'est-à-dire que nous, on utilise des plaquettes sanguines humaines pour comprendre moléculairement qu'est-ce qui fait que dans leur composition moléculaire, elles vont être capables d'interagir avec les cellules tumorales en étudiant directement des plaquettes sanguines issues de patients qui ont donné du sang. Et en faisant ce jeu-là, on est capable d'identifier des molécules qui sont comme des velcro qui vont permettre à ces plaquettes de s'attacher directement aux cellules tumorales et d'utiliser, et on revient aux anticorps, des anticorps qui vont empêcher concrètement ce velcro de se mettre en place. Et on a pu prouver, nous, mais d'autres aussi, que quand on empêche ce velcro entre une plaquette sanguine et la cellule tumorale de se mettre en place, on permet de réduire, dans nos modèles expérimentaux chez l'animal, la capacité qu'a une tumeur à former des métastases. Donc oui, on utilise les avantages de l'EFS pour aller étudier sur le plan de l'homme, concrètement, moléculairement, ce qu'on peut faire pour développer des procédés thérapeutiques où l'antiplaquettaire serait bénéfique pour un patient atteint de cancer. D'accord. Donc si j'ai bien compris, si quelqu'un a une tumeur, le fait que cette même personne donne des plaquettes pour diminuer le nombre de plaquettes... Alors ça, on ne peut pas le savoir. Non. On ne sait pas encore. Les dons de sang et tout ça seront toujours anonymes quand ils sont destinés à recherche. On n'aura jamais la capacité de savoir si c'était une tumeur porteuse d'un cancer. D'ailleurs, il ne devrait pas dans un premier temps. Mais on ne peut pas anticiper ça. Non, on n'a pas la mesure de le faire, quoi. En fait, sans même l'anticiper, ma question, c'est si je suis sûr d'avoir une tumeur, est-ce qu'il y a des traitements thérapeutiques qui ont pour but de diminuer les plaquettes? Exactement. Et c'est tout le champ de recherche dans lequel on travaille. C'est d'utiliser ces antiplaquettaires qui sont utilisés par ailleurs pour des pathologies qu'on connaît, des thromboses veineuses, qui sont concrètement la formation de caillots sanguins qui vont conduire à des défaillances de certains organes, qu'on peut détourner, nous, dans un contexte de cancérologie, pour améliorer le traitement de l'évolution du cancer. Ça peut être une bonne occasion de rappeler que si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas peur des aiguilles, vous pouvez aller donner votre sang et pour d'autres gens et pour aider les chercheurs à mieux comprendre les mécanismes du cancer, entre autres. Y a-t-il une dernière question dans la salle? On a le temps encore d'en prendre une. Vous avez expliqué que le phénomène est très rapide. À partir du moment où on a détecté une tumeur, c'est qu'on est déjà loin dans le processus. Et la tumeur, si elle a déjà fait des métastases, on est presque trop tard. Il n'y aurait pas moyen de penser à faire un système de dépistage par des prises de sang, ou je ne sais pas, par quelques moyens, pour être en amont de l'attente de voir qu'il y a une tumeur?
Alors, moi, je vous réponds sur un plan de biologie parce que je suis biologiste, et puis je donnerai la parole à Pascal parce que je suis sûr, ou Guillaume, qu'il a des choses à dire à ce sujet-là. Effectivement, et c'est quelque chose qui malheureusement faut savoir et entendre, la progression métastatique d'une tumeur est extrêmement rapide. À l'heure actuelle, ni les chercheurs ni les cliniciens sont capables de, dire à quel moment ça a lieu, mais surtout d'assurer aux patients que ça n'a pas déjà eu lieu. Et je finirai en disant que très souvent, en fait, la dissémination métastatique peut avoir eu lieu des années auparavant, dans les premières étapes de la mise en place d'une tumeur, mais pour des cellules qui ont une capacité que je n'ai pas évoquée aujourd'hui, mais à disséminer tout en restant non proliférative. Donc là, j'explique très rapidement ce que ça veut dire. Il est démontré que une grande majorité des tumeurs ont la capacité d'envoyer des cellules tumorales à distance qui vont acquérir des programmes qu'on appelle de dormance. C'est-à-dire qu'elles vont coloniser un organe, mais elles vont se mettre en veille pendant un temps donné qui peut être entre quelques mois à une dizaine, une quinzaine d'années. Un événement qu'il est difficile d'anticiper, qui peut être un événement inflammatoire, peut amener à réveiller ces cellules qui ont été dormantes. Et c'est toute la complexité aussi de la compréhension de la dissémination. Alors, comment le prédire et comment pouvoir le faire, je ne sais pas si vous avez des choses à dire à ce sujet-là. Après, effectivement, la détection, c'est un paramètre important. Et c'est pour ça que dans votre parcours médical, on vous demande à partir d'un certain âge de faire des dépistages pour justement évaluer si les biomarqueurs qui sont caractéristiques d'un cancer donné sont présents ou pas dans votre organisme. Donc les femmes doivent faire des mammographies, il peut y avoir des prélèvements sanguins pour les cancers colorectaux. Et donc c'est pour ça que c'est important de les faire, parce que comme vous l'avez dit à juste titre, si on est capable de les détecter de manière précoce, même si ça va très vite, on augmente les chances de pouvoir combattre les tumeurs. Et j'en profite, dépistage pour les hommes, palpez-vous les testicules. Et voilà, et oui, parce que c'est le meilleur moyen justement d'éviter une tumeur et de mourir d'un cancer des testicules qui est pas si fatal que ça. Mais pour ça, il faut accepter de se palper régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'anormalité, si ça fait pas mal, s'il n'y a pas des petits trucs un peu bizarres. Voilà, il y a Movember qui existe, c'est pour ça. Et voilà, donc effectivement, dépistage, ça peut être à la maison, tout simplement. On multiplie les messages de prévention ce soir. Et ne conduisez pas si vous avez bu. Est-ce que vous avez juste un dernier mot très rapidement, 10 secondes pour conclure cette rencontre avant que ce soit la fin pour de vrai? Ouais, sympa. Non, aucun, si ce n'est qu'il faut pas forcément paniquer, même si je sais que c'est très difficile, qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un, ou peut-être même vous, avez vécu un cancer. On travaille, nous tous, chaque jour, à faire en sorte qu'on puisse ne plus jamais mourir du cancer. Il y avait des pubs comme ça qui étaient absolument géniales, où on disait « mais il n'est pas là Bernard aujourd'hui, non, il a un petit cancer, il revient dans 2 jours ». Et donc, qui était tant qu'on n'en sera pas là, il faudra qu'on continue le combat. Et c'est vrai que c'est ça. Est-ce qu'on arrivera à guérir un jour cette maladie? J'en sais rien. En tout cas, c'est ce que nous on fait. Et il y a quand même des motifs d'espérer. On est quand même, à l'heure actuelle, malgré tout ce qu'on voit dans les informations, etc., on n'a jamais mieux vécu que maintenant, dans toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu autant de connaissances que ce qu'on a maintenant. Et il faut rendre grâce, entre guillemets, à ça. On a beaucoup plus de chances de ne pas mourir du cancer à l'heure actuelle que ce qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Moi, je fais très vite. Dans la même lignée de ce propos, ne pas tomber dans la paranoïa. Tout est mis en place pour effectivement contrôler au mieux, traiter au mieux le développement d'une tumeur. Je finirai en concluant aussi pour soulever quelque chose que tu as pu soulever plus tôt, c'est l'importance de la recherche fondamentale et de la possibilité que vous avez, vous aussi, de soutenir la recherche fondamentale qui est essentielle. On a évoqué quasiment que de la recherche fondamentale. C'est la base de la compréhension de tout mécanisme physiologique ou pathologique qui peut conduire au développement d'une thérapie qui sera efficace. Pour reprendre le propos concernant les prix Nobel, une grande majorité, quasi la totalité des prix Nobel sont des gens qui ont effectué pendant toute leur carrière des travaux de recherche fondamentale, mais qui ont par ailleurs ensuite conduit à des applications directement au bénéfice de la vie de l'homme. Donc c'est important de soutenir la recherche fondamentale. On est des fervents défenseurs de cet aspect-là, et ça permet à la société de grandir telle qu'elle est actuellement.
Et on n'en a pas discuté non plus, mais faire cette recherche, ça coûte extrêmement cher. Et donc, vous pouvez concrètement nous soutenir en faisant des dons dans des associations. Et nous, par exemple, au laboratoire, on a des financements, et j'imagine que c'est aussi votre cas, de la Ligue contre le cancer. Et donc, c'est vrai que si on n'a pas cet argent-là, on ne peut pas travailler et on ne peut pas accroître notre connaissance et proposer de nouvelles pistes thérapeutiques. Voilà, ce sera le message de fin, puisqu'on arrive à la fin de cette rencontre Épique Époque. Merci à tous pour votre attention. Merci au Jardin des Sciences, à l'équipe du Planétarium, à la région, RCF Alsace, Hélène Bléau pour l'illustration, et vous, public et chers auditeurs en différé et auditrices, de participer à ces rencontres chaque mois. Je pense qu'on peut tous collectivement s'applaudir pour ce soir. Voilà. Et puis, on se revoit après les vacances d'été, à partir du mois d'octobre, pour de nouvelles séries de rencontres. En attendant, passez une bonne soirée, passez de belles vacances, et puis à très bientôt pour une prochaine édition d'Épique.